On va commencer en fait par 3 ouvrages qui ont été élaborés à l'issue d'un cycle de conférences au Collège des Bernardins qui avait été coordonné par le professeur Delomné et qui a donné lieu donc à un premier ouvrage, L'univers, la vie et l'homme, émergence de la conscience. Donc quand on remonte aux origines, c'était un paléontologue, un professeur Delomné. Le deuxième ouvrage, c'était L'art, le beau et l'homme, émergence du sens de l'esthétique, et qui nous rappelle à quel point l'homme est intrinsèquement attiré par le désir de beau. Et enfin, le dernier, c'était... Voilà, donc on est parti. Voilà, donc je disais, voilà, le deuxième ouvrage, émergence du sens de l'esthétique. Voilà, l'univers, la vie et l'homme, émergence donc de la conscience, de la pensée conceptuelle. Le deuxième, donc, émergence du sens de l'esthétique. Et enfin, le troisième, le symbolique, le sacré et l'homme, voilà, émergence de la transcendance. Et dans ce troisième ouvrage, quand on prend la page 21, voilà, vous avez, quand on remonte aux origines un peu de l'humanité, moins 3 millions d'années à aujourd'hui, la taille du cerveau en abscisse, 400 cm3 à 1600 cm3, et on a 3 phases d'évolution. Voilà. Donc la première phase d'évolution, l'homme découvre la pensée donc conceptuelle par le rapport à l'outil. Quelque chose va lui faciliter la vie, il va avoir moins peur, et à partir de là, il se détache de la dimension matérielle, et la taille du cerveau augmente. Deuxième évolution de la taille du cerveau, l'homme découvre le symbolique, l'harmonie, le biface, et les chercheurs nous disent dans ce deuxième ouvrage, dans ce rapport à l'art, à l'imaginaire, que la taille du cerveau augmente lorsque 4 conditions sont réunies. La première, c'est que l'homme doit répondre à ce désir intrinsèque de beau. Donc il voit cette pierre, il aimerait qu'elle soit plus belle. Il imagine cette pierre autrement, c'est la deuxième condition. Il agit sur cette pierre, il frappe. Et la quatrième condition, c'est qu'à chaque fois que l'homme agit, il est important qu'il voit le résultat de son action sur son environnement. Voilà. Et en l'occurrence, il voit les éclats. Voilà. Et donc là, on a une évolution sur la deuxième phase, donc qui est c'est un début de phase exponentielle. Et enfin, troisième phase d'évolution, l'homme découvre le feu, il interagit, il se sociabilise, et on est fait pour être des êtres humains en interaction. Et enfin, il découvre l'art, et là, à nouveau, augmentation de la taille du cerveau. Voilà. Alors vous noterez qu'on était à 1600 cm3, on est passé en moyenne à 1450, on est en train d'observer la première régression aussi forte au niveau de la taille du cerveau. Et le questionnement est le suivant, c'est que lorsqu'on voit autour de nous le rapport au vivant, et ce qui se passe notamment dans nos modèles économiques, bien je pense qu'on sait tous qu'on n'est pas en train de satisfaire un désir intrinsèque de beau. Alors, quand on prend les jeunes et ce qu'ils attendent en fait du modèle économique, on sait qu'à peu près 8 sur 10 voudraient qu'une entreprise ait une action positive au niveau de la société. On sait qu'ils sont aussi en quête de sens. On sait que pour ce qui est d'une entreprise, la valeur de marque augmente de 80% lorsqu'elle est perçue comme ayant un impact positif. Et si je rajoute d'autres chiffres, quand elle se lance dans une démarche RSE, elle a un chiffre d'affaires qui augmente de 15% en moyenne. On a eu tout récemment les chiffres sur la partie RH. Un salarié en France démotivé, c'est 14 000 € par an. Un recrutement raté, c'est 28 000 €. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le monde économique est confronté à cette urgence de réinventer son modèle d'affaires. Voilà. Et nous, dans notre démarche, on est parti du biomimétisme pédagogique, à savoir qu'on aimerait que demain, lorsqu'on achètera un bien ou un service, on ait juste à côté une petite pâquerette avec chaque branche représentant un indicateur de valeur ajoutée sociétale et dont les couleurs seraient rouge, orange, jaune, vert, bleu. Et pour chaque branche, les indicateurs seraient attestés par une communauté d'experts comptables ou de commissaires aux comptes qui auraient été donc labellisés par l'écosystème. Voilà. Et donc cette dimension-là, on sait qu'on ira de cette façon-là vers une stratégie plus durable. On sait qu'on renforce la loyauté par rapport aux clients, qu'on a plus de performance, on l'a dit, les jeunes talents également.
Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on agit en communauté, et notamment, c'est ce qui nous rejoint avec Atmosphère, c'est ce rapport à l'art et au beau, lorsqu'on agit en communauté et aussi avec des structures culturelles, on va innover et créer beaucoup plus vite que l'on ne l'a fait dans le monde économique. Alors, on a pris souvent ce principe de l'équilibre pour construire notre modèle en reprenant la notion de solide, liquide, gazeux. Quand on prend l'infiniment petit, on a dans la matière, à une température donnée et à une pression donnée, ce fameux point triple où la matière est liquide, solide, gazeuse. Quand on prend à plus grande échelle la biosphère, c'est cet équilibre aussi entre la terre, la mer et l'air. Voilà. Quand on regarde ce qu'on a sous les yeux et qu'on finit par ne plus voir, c'est aussi un équilibre entre ces trois couleurs primaires. Voilà. Et ensuite, quand on revient à la notion d'appréciation de la performance, c'est ce sur quoi on travaille, nous, dans le label Osmoni. Jusqu'à présent, on s'est intéressé qu'à la performance financière, et on sait qu'on doit travailler la notion de performance humaine et environnementale et rééquilibrer les choses. Voilà. À chaque fois qu'on croise deux cercles, on a le viable, le vivable, l'équitable, et pour aller vers un monde durable, on va devoir recentrer l'appréciation de la performance. Voilà. Alors, quand on fait un parallèle difficile, mais que je fais en tant qu'expert comptable avec la comptabilité, quand on m'a demandé à chaque fois pourquoi j'aimais tant ce métier, je prenais la première page d'un bilan, et dans les associations, on a ce même bilan, et je disais, voilà, à l'actif immobilisé, on a le solide, à l'actif circulant, on a le liquide, et les entreprises disparaissent lorsqu'elles n'ont plus de liquidité dans le monde économique. Et ce qui me passionne depuis toujours, c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce fameux gaz, c'est l'ADN fondateur de l'entreprise, ses valeurs, son interaction sociétale. Dans le jargon économique, on appelle ça le goodwill, mais l'entreprise doit aussi avoir son point triple. Quand on prend aussi la comptabilité, on a oublié que derrière la comptabilité, on a cette notion de temps. C'est-à-dire que quand on prend le bilan, c'est une photo à un instant T. Quand on prend le compte des résultats, c'est une période. Et on a oublié l'essentiel dans la comptabilité, l'annexe, dans tous les systèmes comptables du monde, privé ou public, j'insiste. On nous dit que l'annexe, c'est ce document qui doit compléter la compréhension et la lisibilité des comptes. Voilà. Et nous, on aimerait bien que cette annexe ne soit plus sous les comptes, mais au-dessus, et qu'on y mette l'essentiel. C'est déjà le cas quand on a commencé par la performance extra-financière avec des indicateurs, mais là, aujourd'hui, aller sur des indicateurs qui font sens pour le citoyen et qui est compris des citoyens. Voilà. Alors, pour resituer après la RSE, la notion de durabilité, j'aime bien ce graphique pour rappeler que si on prend tout à fait à gauche les entreprises, vous avez ensuite des entreprises durables, vous avez les associations ou OSBL, c'est les organismes sans but lucratif, l'État, les collectivités, et j'ai mis tout en haut les ONG, les sociétés savantes. Quand on prend le rapport à l'impôt, tout à fait à gauche, on paye de l'impôt. Pour les entreprises durables, aujourd'hui, on sait qu'il y a de grandes interrogations sur comment créer une incitation pour que, par le rapport à l'impôt, elle soit favorisée quand même. Et enfin, voilà, les associations sont exonérées d'impôts, voire éligibles au mécénat, et notamment pour les ONG et sociétés savantes. Et enfin, je vous ai mis en bas l'échelle du temps. C'est-à-dire qu'en gros, dans le modèle économique actuel, on travaille sur le court terme, on a du mal à se projeter, et plus on glisse vers des causes qui sont nobles pour l'humanité, plus on glisse vers le long terme. Voilà. Et donc on retrouve cette notion dans la notion comptable de l'annexe. Voilà. Alors, la RSE, comment elle se situe dans cette démarche? C'est souvent ce qu'on reprend dans la comparaison entre Friedman et Freeman. L'un qui met en place le modèle économique après-guerre considère que un individu n'a pas à s'occuper des causes sociétales. Que c'est l'individu qui s'occupe des causes sociétales et pas l'entreprise. Et très vite, Freeman lui oppose le fait qu'une entreprise interagit avec ses parties prenantes et qu'elle doit aussi prendre en considération ces sujets sociétaux. Alors, je ne vais pas vous rappeler la notion de la RSE sur le côté économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.
je ne vais pas non plus vous rappeler les ODD de l'ONU, 2015, mais surtout, je vais vous rappeler cette échelle du temps, où depuis 70, les scientifiques alertent l'humanité, les concepts ayant évolué, les acteurs ont évolué, et là on voit qu'on est en 2024, et qu'on nous dit ce qui va compter demain, ce sont les entreprises à impact, et que dans les acteurs, après être passés des scientifiques au gouvernement, aux consommateurs, ce sont les investisseurs qui vont prioriser les entreprises à impact. Voilà. Encore faut-il définir la notion d'impact et être en capacité d'apprécier ce rapport au territoire et à la singularité de l'homme, puisque ça va devenir de plus en plus complexe. Voilà. Alors, comment on s'y est pris dans notre démarche de construction du club, du think tank? On a repris l'origine des chiffres et l'origine du droit. Georges Giffra, Histoire universelle des chiffres, l'intelligence des hommes au travers des nombres et du calcul. Dans toutes les civilisations, vous avez la façon dont le chiffre prend naissance. Au départ, l'homme n'a pas besoin de chiffres. Il va échanger avec des éléments de la nature, des cailloux, des bouts de bois. Sauf que l'esprit humain a besoin de comprendre ce qui lui échappe, quand la densité des échanges lui échappe, et il crée le chiffre à ce moment-là. Voilà. Quand on voit dans la finance ce qu'on a fait du chiffre, on peut s'interroger sur la compréhension par rapport à l'ADN du chiffre. Voilà, on est loin de... Le chiffre est fait pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Voilà. Et dans le droit en 69, le droit comptable, René Sabatier nous disait déjà que le droit comptable devait être au service de l'homme. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on a un peu glissé. Heureusement que des professeurs se sont souciés de ce sujet. Ils ont rédigé cet ouvrage « Comptabilité et société entre représentation et construction du monde ». Et en l'occurrence, ils ont balayé dans toutes les sociétés comment était utilisée la comptabilité. Et pour faire simple, partout on se construit par un prévisionnel public ou privé. Partout on regarde le passé avec le modèle comptable pour regarder la performance. Et ces 20 professeurs finissent par dire « Mais finalement, si on change la comptabilité, est-ce qu'on ne contribue pas à changer le monde ?» Cet ouvrage a été primé meilleur ouvrage collaboratif. Et on a lancé une démarche ensuite, alors après une rencontre avec Michel Candessu, où on a voulu s'aligner sur les 5 axes de Michel Candessu pour 2050. On s'est dit, voilà, on doit réintroduire l'urgence du temps long et mettre dans le modèle comptable cette notion d'annexe essentielle à l'humanité, en rajoutant dans cette annexe des indicateurs humains et environnementaux pour compléter la dimension financière. Donc nos valeurs, c'est le faire ensemble, l'éthique, la disrupture, c'est-à-dire changer de modèle tant qu'il est encore temps. Et ces valeurs que vous voyez, engagement, curiosité, environnement évidemment. Et au début, assez peu osmonie, mais c'était le chemin. Voilà. On a lancé au Midi Libre le 13 décembre le club. On est 101, on était 92 à la Constitution. Alors, des jeunes, des moins jeunes, globalement des professeurs ou experts de l'accompagnement et des porteurs de projets qui voulaient porter un projet à fort impact sociétal, c'est-à-dire qui était transposable au niveau international, voilà, mais qui partait du territoire. La première conférence était « Mettre la raison d'être au service de l'impact sociétal ». C'était un petit clin d'œil à la loi Pacte. C'était pour nous une journée de conscientisation. La deuxième, on est reparti de ce beau tableau de cet homme qui pense être enfant roi, qui est en train de se noyer parce qu'il recherche le nirvana, mais qui ne voit pas que l'argent est animé par un hameçon. Voilà. Mais on va compter ce qui compte, voilà, faire parler les chiffres qui ont de l'importance, et c'était comment on crée la méthodologie propre à notre démarche. Voilà. Juste après, on est parti de la jeunesse, c'est-à-dire qu'on a associé le Master de transition écologique de Montpellier. Je rappelle que Montpellier est passé 3e mondial en écologie sur l'échelle de Shanghai. C'est la première fois qu'une fac montait sur le podium. Et d'autres facs pour construire une consultation citoyenne. C'est celle que vous avez dû recevoir au travers des petites graines qu'on vous a laissées, où vous pouvez en 8 minutes vous exprimer sur une plateforme anonymisée sur ce que vous attendez par rapport à la biodiversité, par rapport à la réduction des inégalités, au réchauffement climatique. C'est d'à un moment donné, entreprise par entreprise, territoire par territoire, de quelle manière on prend le pouls des attentes citoyennes. Voilà. Donc 9 mois de construction.
On a lancé ça à Avignon. C'était Construisons ensemble le monde de demain. Et enfin, on a fini à l'Institut océanographique de Bagnols-sur-Mer sur l'homme et son milieu, évolution de l'intelligence et de son usage, retour vers le futur. En gros, si on remonte aux origines de tout et on s'en inspire, de quelle manière on peut créer un autre futur. Et on tient à ce concept qu'on a appelé Cumplexus, qui veut dire tisser ensemble. C'est de dire en fait, entreprise par entreprise, territoire par territoire, repartons de la science, de ce qu'elle nous dit, écoutons le citoyen par cette consultation et offrons aux acteurs des outils digitaux, donc MyDAD, ma direction administrative digitale ou déléguée, offrons aux citoyens et aux acteurs des outils pour accélérer le changement. Et la donnée doit rester au milieu de tout ça, c'est-à-dire qu'elle doit être anonymisée, doit être la propriété soit des entreprises, soit des citoyens, soit de la science, mais en tout cas, elle est anonymisée au maximum. Voilà. Donc c'est le concept du Cumplexus. Voilà. Et on s'est appuyé sur des tiers-lieux, comme la Palanquée à 7, mais une entreprise, un lieu comme ce Palais des Congrès aujourd'hui est un tiers-lieu, à partir du moment où on prend conscience de cette interaction. Voilà. Et on a abouti à cette démarche progressive de l'offre d'accompagnement des entreprises, qui consiste d'abord à accompagner les experts comptables et commissaires aux comptes, qu'on labellise, parce qu'ils doivent incarner la démarche. Ça ne doit pas être une mission de conseil comme une autre. Et une fois qu'ils sont arrivés au bout de la labellisation, ils vont ensuite proposer la même démarche de labellisation progressive en fait, à leurs clients. Donc essentiel, dynamique, performance, excellence et étoile. Et particularité de la gamme étoile, c'est qu'on considère que toute entreprise doit créer sa gamme de services ou de produits osmoniques en utilisant l'art. Voilà. Quelle que soit la forme d'art, c'est toujours le vecteur de l'art qui permet donc de sublimer la démarche de l'homme et d'aller vers une réinvention du modèle d'affaires. Voilà. Et donc on a commencé, donc c'était il y a 2 ans, on a formé au Palais des Papes à Avignon donc des confrères experts comptables. L'année dernière, c'était à Paris. Et on remet cette labellisation en fait, à chaque confrère. Là, c'est la première table d'argile que j'ai remis au président de l'Ordre Occitanie, puisqu'on a tenu d'abord à le labelliser pour qu'il lance la démarche auprès des confrères de l'Occitanie. Et vous avez cette petite table voilà, qui reprend la naissance de la comptabilité, où 3500 ans avant Jésus-Christ, on voit pour la première fois un nom humain qui est gravé, il s'appelle Couchim, et il compte des germes de blé qui sont passés dans un tamis pour être mis dans une jarre. Voilà. Et c'est cette table qu'on fait faire par le musée de Tautavel et par une association d'insertion qui sert en fait de diplôme pour ceux que l'on labellise. La démarche est la suivante, c'est que, on l'a entendu sur la conférence de tout à l'heure, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'aller vite. Et on sait que les entreprises, les TPE, PME, représentent un grand nombre de salariés, de citoyens par rapport à leur écosystème. L'expert comptable s'occupe de 90% des entreprises par rapport à sa communauté. Voilà. Donc on veut toucher les petits confrères, les petits clients et les moyens, bien évidemment. Et donc on écrit, une fois qu'on a labellisé un confrère, on écrit à ses clients, on offre ces petites graines de caroubier. Je vous inviterai à les planter, puisque vous obtiendrez un arbre, le caroubier, dont le fruit c'est la caroube, et la graine de la caroube c'est le carat. C'est ce qui était, c'était la première monnaie, 0,2 grammes, et c'est ce qui permet encore d'étalonner l'or et le diamant. Voilà, donc vous aurez plein de carats grâce à cette graine que vous avez dans la poche. Et ensuite, on offre un e-learning, 88 interventions, 20 heures de film pour se former à la RSE. On va ensuite faire cette petite synthèse de la consultation citoyenne. Et là, comme un arbre qui s'épaissit, on commence par dirigeants, salariés, fournisseurs, clients, parties prenantes, associations avec lesquelles on interagit. Et on est capable de dire pour l'écosystème de l'entreprise quelles sont les attentes citoyennes. Et pour ceux qui gèrent, alors un terme un peu barbare, on appelle ça la matrice de matérialité dans la CSRD, dans la nouvelle norme RSE, c'est un outil très pratique. Voilà. Une petite plateforme de connexion à tous les outils du marché qui permet de recueillir la donnée, quel que soit l'outil comptable ou social qu'on a autour de soi, MyDAD Connect. 12 indicateurs, 6 environnementaux, 6 humains, ce qui veut dire que toutes les entreprises, en un quart d'heure de travail, vont bénéficier
des gaz à effet de serre, des matières premières extraites, de la consommation d'eau. Voilà, c'est juste un quart d'heure de travail. Et après, on a une plateforme de partage de matières premières. Là, on sait qu'elle a été choisie par les JO et que les excédents des JO ont été déposés sur cette plateforme pour que les entreprises du territoire puissent réemployer ce qui aurait été jeté. Et enfin, on va produire une attestation qui est mise au-dessus des comptes, justement, pour revenir sur ce principe de l'annexe osmonique, où on va attester de quelques indicateurs clés et de la démarche qui était engagée par le chef d'entreprise. Et enfin, alors on a des outils plus complexes qui permettent de noter sur le côté ESG, donc environnement, social, gouvernance, l'entreprise, là avec beaucoup de métriques, parce que là on gère 4500 métriques. Quand aujourd'hui, la CSRD, c'est-à-dire la norme RSE européenne, demande à ce qu'on gère 1178 métriques. Voilà. Et alors maintenant, quelques exemples concrets, mais quelques exemples concrets de petites entreprises du territoire. Dans nos clients, j'avais donc un de mes clients qui cachait 7 tonnes de filets de pêche dans son hangar, parce qu'il sait que les filets de pêche sont enfouis sous terre ou sont jetés à la mer pour rejoindre ce continent qui fait cette fois la taille de la France au nord de l'Atlantique. Et il s'y refusait. Voilà. On lui a dit qu'on avait une plateforme de partage et qu'avec cette plateforme de partage, on avait une personne qui en faisait des lunettes des filets. On l'a déposé sur la plateforme. On a été aussitôt contacté par une ressourcerie qui nous a dit, écoutez, est-ce que nous, on peut en faire des hamacs pour les clubs de plage aussi de ces filets? Les restaurateurs nous ont dit, mais nous, on connaît une entreprise qui en fait aussi des jeans, des sacs. On a fait une grande remise de ces filets de pêche avec Via Occitania qui est venu filmer la démarche. Et ça a créé une dynamique dans le domaine de la pêche. Voilà, une petite action, je dirais, toute simple. Cet acteur propose ce type de machine pour nettoyer les voies ferrées, enfin, ce qui est à côté des voies ferrées. Et il se trouve que quand on fait sa connaissance, cet homme qui adore la nature, et notamment la biodiversité, sans normes de son propre chef, à chaque fois qu'il loue ces machines qui sont assez coûteuses à ses clients, il se renseigne sur les espèces d'oiseaux en particulier ou d'autres espèces qui sont dans les forêts où on va avoir ces machines qui vont être utilisées. Il appelle ses clients, il leur dit voilà, moi quand je vous fais une location, pendant ces 4 mois de reproduction des espèces, vous allez payer 0. Et je reporte le prix que vous auriez payé sur les 8 autres mois de l'année. S'il vous plaît, n'allumez pas vos machines pendant la période de reproduction des espèces. C'est parti du cœur, de l'envie, sans normes. Et c'est donc une entreprise qu'on a labellisée. Voilà. Bussy, une jeune femme qui dirigeait une agence événementielle avec un bel appartement de fonction, une voiture de fonction, qui passait de palace en palace, mais qui était malheureuse parce qu'elle avait 2 passions dans la vie, l'horlogerie et la poésie. Et lui vient l'idée de tout plaquer, de démissionner et de créer sa marque pour poétiser le temps. Elle se dit, voilà, je suis originaire de Franche-Comté, tous les petits artisans travaillent pour la grande horlogerie suisse, pourquoi ne pas créer une marque avec ces artisans, un mouvement mécanique 100% français. Je crée un concours de poésie, je livre un recueil de poèmes quand on achète ma montre, et sur le bracelet, elle met des extraits de poèmes. C'est la montre que j'ai au poignet. Vivre en seconde, penser en éternité, c'est ce que j'ai choisi. Et vous avez des tout petits bouts donc, de poèmes qui sont gravés sur la montre. Et il y a 15 jours, elle gagnait le concours de pitch au Petit Palais pour le pitch JP Morgan. Et elle part à Harvard et au MIT la semaine prochaine pour une levée de fonds, j'espère, importante pour elle, pour poétiser le temps. Voilà. Weber, tous les grands joailliers de France ont appris la joaillerie avec le livre Weber, 1821. Camille, 7e génération, dit voilà, quand on achète un diamant, il faut savoir qu'en moyenne, dans la chaîne du diamant, il y a 9 intermédiaires. Et qu'en bout de chaîne, il y a toujours un gamin qui casse des cailloux et des tractopelles qui bougent des tonnes de terre. Je me refuse à cet acte d'amour où on ferme les yeux sur la chaîne de valeur. Je préfère un diamant de laboratoire qui à 99,99% est le même, neutre en carbone, contrôlé, sans cette problématique de la chaîne de valeur. Et tant pis si je vends 20 ou 30% de moins, mais je tiens à ce qu'on respecte la chaîne de valeur. Voilà. Donc Camille Weber. L'outil AFNOR, c'est-à-dire que dans la démarche,
On va proposer un diagnostic avec une note de 0 à 1000 qui permet à l'entreprise de se situer et de voir sa marge de progression. Voilà. Et ça donne ensuite un label sur 5 niveaux. Et pour nous, pour la partie essentielle, ce n'est pas un label aligné sur l'AFNOR, mais sur les 4 autres niveaux alignés sur l'AFNOR. Voilà. Sur les derniers niveaux 4 et 5, l'AFNOR doit venir par obligation. Voilà. Et enfin, je précise une chose importante, c'est que dans la comptabilité, on a des comptes pour enregistrer les opérations. Et dans les secteurs associatifs, on utilise les comptes de classe 8 pour valoriser le bénévolat et l'avantage en nature. Et nous, toutes les écritures des indicateurs osmoniques sont passées dans le compte 888, où on refait ce plan comptable des indicateurs choisis volontairement par le dirigeant à partir des attentes citoyennes, et on fait bien sûr un parallèle après avec les normes RSE quand c'est possible. Voilà. Et ensuite, donc un petit clin d'œil avec l'art pour finir, où on considère qu'avec cette démarche, on doit avoir un impact fort, mais faire écho avec l'art et la science. Voilà. Donc on avait créé le festival Étincelle, où on a demandé aux jeunes, sur un concours de phrases poétiques commençant par « Je désire », de nous livrer des poèmes, et à ceux qui étaient un peu plus âgés, de faire des petits films inspirants pour sortir de la culpabilité, et que ce soit une démarche qui, par le beau, amène à susciter un autre modèle d'affaires pour les entreprises. Voilà. On a eu pas mal de poèmes. Alors je vous prendrai Paolo, 4 ans. Voilà, je désire qu'il pleure des gouttes arc-en-ciel pour que les couleurs tombent sur les gens et que le monde soit rempli de couleurs. Ça, c'est l'école Antonia. On a eu 30 poèmes comme ça. Voilà. La région nous a demandé de les laisser dans le hall parce que chaque année, on espère primer une classe et un collectif. Voilà. Et on a eu la chance d'avoir Gas, alors je crois qu'il a fait votre affiche en 2014, qui nous a fait le trophée Osmoni. Voilà. Quelques conférences. Alors évidemment, ces 20 professeurs qui ont écrit l'ouvrage Comptabilité et société entre représentation et construction du monde, on s'est retrouvés le 12 décembre et j'avais introduit leur journée pour travailler sur les mondes comptables de demain, d'où la démarche qu'on a créée avec eux. Voilà. Le FIT de Montpellier, Forum de l'économie circulaire, l'économie bas carbone. Donc là, on présentait la démarche en 2022, avant de le lancer au congrès de l'Ordre des experts comptables. Les jeunes, lycée Arago, Narbonne, Toulouse, École polytechnique Maroc, régulièrement on veut inspirer quand même les jeunes par cette démarche. On retrouve le tableau de Nirvana, un peu mastérisé. Toujours le FIT. On avait eu un petit article avec Alain Junot, président de la branche RSE de l'AFNOR. Et enfin, voilà, je vous rappelle l'arbre et la démarche progressive. Et enfin, donc pour terminer, aujourd'hui, on parle de facture électronique, on parle d'outils digitaux, on parle d'intelligence artificielle, mais j'aime bien rappeler que Rabelais, en son temps, savait qu'avec l'émergence du siècle des Lumières, l'intelligence de l'homme allait être mise au service de la science de l'extérieur, la loi physique, les industries, et que pour lui, ce qui était plus important, c'est la science de l'intérieur, la sagesse et la conscience. Et aujourd'hui, dans la technologie poussée à l'excès, on préfère utiliser cette technologie pour aller vers quelque chose qui présente du sens. Donc ce n'est pas la technologie comme une finalité, c'est la technologie comme un outil d'accélération du changement sociétal. Et voilà, donc pour finir, le label Osmoni et sa petite statue qui m'avait inspiré sur la place du Palais des Papes, qui s'appelle la prière universelle d'Andarilo, où en regardant cette statue, je me suis dit, voilà, on va finir comme cet Africain, on va sécher, rouiller, et on va lever les mains au ciel, et à ton petit niveau de petits experts comptables, essaye de faire quelque chose. Et le nom Osmoni, c'est-à-dire osmose avec la nature et harmonie entre les hommes, est venu à ce moment-là. Et on a commencé la démarche. Et j'aime bien la mettre en parallèle de la statue de Gas, qui est devant Paris Dauphine, qui pour lui est le complément du féminin et du masculin qui s'entrelacent. Et c'est une statue qu'il a appelée Pis. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de ces mots forts. Voilà. Merci à vous.